Bien, écoutez, merci. Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau conseil municipal qui, théoriquement, ne devrait pas être trop long. Mais enfin bon, après, c'est un conseil municipal, donc on va dire ordinaire. Tout d'abord, on va faire l'appel. Donc Dominique Bonin présent. Yveline Thibault, François Edouin, Fabienne Parpaillon, Arnaud Charpentier, Olivia Bertrand, Denis Lesage, Stéphanie Le Goff, Christian Grimaud, Annie Sorin, Francis Vrignot, Jean-Philippe Charrier, Francis Villemot, Jean-Marc Boitel, Géraldine Libossart. Alors Anne Loriot Vettorazzo est absente, elle donne son pouvoir à Yveline Thibault. Annabella D'Acosta, Karine Pasto, Marie-Laure Chaumont, Julien Gouriou, Jennifer Macot, Julia Guilloton. Ah, Julia n'est pas là, elle n'est pas arrivée. Bon, ben pour l'instant, elle est absente. Kevin Bonneau. Martine Sosso est absente, elle donne son pouvoir à Jean-Luc Pinet. Jean-Luc Pinet. Arnaud Bouget, pour l'instant, est absent momentanément, ou peut-être, on ne sait pas, parce qu'il est sur la route. Donc il donne son pouvoir à Cyril Larieux, pardon. Cyril Larieux, Audrey Gentrot et Nathalie Granger. Merci. Bien. Donc les pouvoirs sont faits. Le quorum donc est atteint pour ce soir, pas de problème particulier. On vous propose de nommer un secrétaire de séance. Kevin, merci. Kevin Bonneau. On vous demande également d'approuver le procès-verbal du conseil municipal du 5 avril 2022. Aviez-vous des remarques particulières? Non. Je vous en remercie. Donc on vous demande de l'adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, merci. Alors aujourd'hui, nous avons 14 points inscrits à l'ordre du jour. Nous allons tout d'abord, avant d'entamer le conseil municipal, nous avons donc le tirage au sort annuel, vous savez bien, vous connaissez maintenant, du jury criminel à faire. Donc c'est pour ça qu'on a dans l'assistance Bernadette Tessier, la chef de service de l'état civil. On remercie de sa présence. Donc ce tirage au sort a lieu chaque année suite à la publication d'un arrêté du préfet. Le tirage est fait à partir d'un logiciel d'élection de la mairie. Et donc la ville doit convoquer 21 personnes cette année, âgées à partir de 23 ans. C'est l'âge qu'on a défini pour pouvoir faire partie du jury criminel. Ce sont 3 personnes de moins que l'an dernier en raison de regroupement de certaines communes et d'une demande un petit peu en diminution de certains tribunaux. Donc voilà, alors je laisse... je ne sais pas si ça paraît, non? Ça paraîtra ce soir ou pas? Est-ce que ça paraît à l'écran? Non, c'est pas prévu? Ça y est? Bon, ben allez-y. Donc 21, c'est ça, à partir de 23 ans, et on démarre le tirage. C'est magnifique. On va générer la liste, elle va être éditée à l'impression et on va vous donner tout de suite les noms donc des 21 personnes du jury. Merci Mathilde. Bien, bah écoutez, je vais vous donner les noms. Enfin, vous les avez au tableau, mais pour moi, c'est un peu loin. Donc, vous avez Madame Aude Florence Josiane, 1 avenue du Président Wilson. Monsieur Roger Bellion, 12 rue Félicia Ballanger. Madame Benjamin Aomi Souria,
90 résidence Pierno, Monsieur Frédéric Béraud, 57 route de Sainte-Gemme, Madame Brio Négalipo Nathalie, 6 rue Raoul Chevreau, Madame Brunet-Nadège Catherine, 6 place de la Poissonnerie, Madame Chisson Maratier Martine, 18 rue des Meuniers, Madame Damarléa Marie-Claude Colette, 53 rue de la Roche, Monsieur Drouet David, 111 rue du Président de Gaulle, Monsieur Fallour Girard, 38 chemin du Petit Fougeroux, Madame Guilbault Nadia, 26 rue Jean Chevolot, Monsieur L'aumônier Stéphane, 4 rue du Maine, Madame Leport Négrolier Daniel, 12 rue Neuve des Capucins, Limousin né Richard Magali, 5 impasse Côte de Lumière, Monsieur Moussu Peter, 9 chemin du Fief du Cap, Madame Plissonneau né Puot Sylvie, 4 rue Pierre de Coubertin, Madame Prézo Sylvia, 11 avenue Maréchal Delattre de Tassigny, Monsieur Frédéric Reculot, rue de la Clairaie à Luçon, Monsieur Jean-Michel Robin, 9 rue Pasteur, Madame Roturier Véronique, 111 rue Résidence Pierno, et Madame Routier Sandra, 3 rue Pasteur. Voilà donc la liste du juré d'assises. Très bien. Dans les quelques informations que l'on va vous donner ce soir, tout d'abord une information qui peut être intéressante pour tous, qui est en train de se mettre en place sur la ville de Luçon. C'est ce qu'on appelle le portail famille. Donc je vais laisser la parole à Fabienne Parpaillon qui va vous en dire quelques mots. Ce portail famille, donc c'est un lieu dédié sur Internet sur lequel vous allez pouvoir inscrire vos familles pour le centre de loisirs, pour la cantine, pour l'école, enfin pour pas mal d'activités, directement maintenant via les réseaux. Donc je laisse Fabienne en parler. Mais monsieur le maire, vous avez presque dit l'essentiel, mais vous n'avez pas tout dit. Alors effectivement, le portail famille, la ville de Luçon va donc l'intégrer à compter du septembre 2022. Effectivement, comme l'a précisé monsieur le maire, cela va faciliter les démarches administratives des familles. Chaque famille aura son propre compte et pourra inscrire l'enfant, soit au niveau de la première émise à l'école, soit le parcours de l'école, soit au service enfance, la restauration, le périscolaire. Tous ces axes-là vont être dématérialisés et c'est vrai effectivement que ça va vraiment faciliter leur démarche. Toutes ces données sont centralisées bien sûr au même endroit. Bien sûr, toutes les garanties de protection relatives aux données personnelles ont été faites et les familles pourront comme ça simplifier leur démarche et ainsi centraliser toutes les données qu'elles pourront émettre au portail famille. Pour appréhender cela, effectivement, on ne les laisse pas partir dans la nature. Elles seront aidées, elles pourront contacter un conseiller numérique sous rendez-vous préalable et elles pourront également se renseigner auprès du forum de service, place Leclerc, ou effectivement au centre de Leclerc de la Motodame, au centre de loisirs, pardon, de la Motodame. Le début des inscriptions en ligne se fera dès le mois de juillet 2022. Chaque famille aura son propre compte. Et en fait, l'enfant nouvellement inscrit, ils pourront décharger donc un dossier avec des demandes de justificatifs qui seront établies et qui seront bien sûr à faire parvenir au service scolaire. Je pense que c'est vraiment un outil de dématérialisation qui va vraiment faciliter la vie aussi bien des services que des familles. Et les familles pourront également payer la restauration en ligne, payer les services enfance en ligne. Elles pourront également consulter les séjours de vacances en ligne. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui se démocratise dans beaucoup de communes. Et Luçon, à ce jour, elle sera aussi à la page, puisque le portail famille va faire son apparition. Le portail famille sera intégré en fait au site de la ville et sera relié, donc les parents pourront avec l'adresse directement aller sur le site. Monsieur le maire, vous avez quelque chose d'autre à rajouter ? Non, c'est parfait, je pense que tout a été dit, donc c'est c'est un bel outil. Un bel outil, puis ça montre effectivement aujourd'hui dans le cas des évolutions, voilà, en fait, les évolutions par voie informatique de tout ce qu'on peut faire maintenant dans les collectivités
c'est l'avenir en fait. C'est l'avenir, oui, effectivement. Et puis les parents auront toujours le suivi de leur dossier et pourront aussi faire des modifications sur leur fiche d'inscription quand elles auront d'autres enfants ou même à la cantine, par exemple. Il y a des jours où elles ne pourront pas mettre leurs enfants, elles pourront également le faire. Donc c'est vrai que c'est une démarche quand même très importante et je pense que c'est l'avenir, hein, on n'a pas le choix. Il faut aussi aller de l'avant, comme dit Monsieur le maire, dans beaucoup de domaines. On commence effectivement à changer les choses. Voilà, donc ça c'est une première information. Est-ce que vous avez des remarques à faire, non, là-dessus? C'est une information intéressante. Hein, on en reparlera de toute façon très prochainement. La deuxième chose dont qu'on voulait évoquer ce soir, c'est l'atelier Flash. Vous savez que dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, donc qui est maintenant bien entamé, ça fait 1 an qu'on est dessus déjà, avec dans ce cadre-là, il est possible qu'une collectivité puisse bénéficier de ce qu'on appelle un atelier flash. Un atelier flash, c'est en fait un bureau d'études qui est choisi, hein, qui est financé, c'est financé par l'État, donc c'est intéressant, c'est une belle aubaine pour nous. C'est un bureau d'études qui vient avec un cabinet d'architectes, paysager et puis également environnementaliste et puis aménageur, et qui vont pendant 2 jours être sur Luçon. Alors ça se passe le lundi 23 mai et le mardi 24. Donc ce cabinet d'études qui s'appelle l'atelier de l'Ourcq va venir donc sur ces 2 journées pour voir sur Luçon dans le cadre d'un ce qu'on appelle un atelier flash, c'est-à-dire flasher donc sur 3 lieux aujourd'hui qui sont que l'on peut appeler ou qui sont en devenir de devenir des îlots soit vides, soit dégradés, soit inoccupés aujourd'hui, pour avoir une vision un petit peu, dans le cadre de leur étude, de ce que ce pourrait devenir. De toute façon, c'est simplement une étude. C'est pas parce qu'ils vont nous présenter des choses qu'on va dire voilà ce qu'on va faire. C'est simplement de nous donner une vision globale d'un architecte. Alors l'intérêt, c'est que c'est un cabinet d'architectes, on ne le paye pas, il est là pendant 2 jours, il travaille pour nous, on va dire bénévolement, et nous apporte surtout des solutions. Ça, c'est très intéressant. Donc durant ces 2 jours, on a fait un appel à pas mal de personnes, que ce soit les élus, vous avez dû recevoir des invitations, des élus de la ville, des élus de la communauté de communes, des techniciens bien sûr, de la ville et de la communauté de communes, des services de la sous-préfecture, de l'ANA, la DDTM, les bailleurs sociaux, les bailleurs fonciers également, les artisans, les commerçants, enfin voilà. On a demandé aussi aux ABF et puis à l'EPF de Vendée de venir. Donc ils vont venir sur ces 2 jours. Alors il va y avoir tout d'abord le lundi 23 mai en matinée, bon, tout d'abord bien sûr un accueil ici à la salle des fêtes. Après il y aura un diagnostic marchand, c'est-à-dire qu'on va se balader dans la ville de Luçon et on va aller sur les 3 sites qui sont retenus. Alors les 3 sites retenus pour l'atelier Flash, c'est la rue de Gaulle, bien évidemment, ça c'était pour nous primordial, parce que c'est vraiment ici où se pose le problème de revitalisation du commerce de centre-ville. Donc la rue de Gaulle. Ensuite, on cheminera tout naturellement sur l'hôtel du Croissant, hein, pour voir un petit peu l'hôtel et les abords. Et on terminera bien sûr par l'école du centre. Hein, l'école du centre qui aujourd'hui est un établissement bien sûr actif, mais qui dans le devenir bien sûr sera après vide. Donc il faut un petit peu commencer à se projeter sur cette emprise qui est très conséquente, qui est donc un grand poumon de la ville de Luçon. Donc voilà, alors ça sera ce qu'on appelle le matin, un atelier marchand. L'après-midi, alors là, ça va être là où ça va être très intéressant. On se permettra de se retrouver ici, de faire des ateliers. Hein. Il y aura vraiment ce qu'on appelle des temps d'expression par les élus. Ils attendent de nous qu'est-ce qu'on pense. Ils attendent des Luçonnais qu'est-ce qu'ils pensent de ces 3 sites, qu'est-ce qu'ils voudraient, qu'est-ce qu'ils espéraient, qu'est-ce qu'ils envisageraient autour de ça. Hein, donc c'est vraiment une vue de l'esprit, mais c'est intéressant pour eux. Il y aura ce qu'on appelle un jeu d'hypothèses et puis aussi un atelier cartes sur table. Donc venez y participer. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez encore le faire, c'est pas trop tard. La journée du lendemain, donc le midi, il y a un buffet debout, hein, qui sera fait. Donc on pourra discuter avec le cabinet, donc l'atelier de l'Ourcq, tout en déjeunant. Le lendemain matin, là, ce sera eux qui travailleront entre eux, bien sûr, le cabinet. Hein, donc toute la matinée, et puis l'après-midi, ils nous feront une restitution à partir de 14h ici. Donc une restitution déjà de du premier jet, de ce qu'ils auront effectivement évalué. Nous aurons certainement une restitution donc, qui sera faite
fin juin ou début juillet. Elle n'est pas encore tout à fait cadrée. Donc une présentation qui serait faite aux élus luçonnais, hein, dans le cadre donc bien sûr de Petite Ville de demain. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce bel atelier flash, quelque chose qui est très intéressant, hein, qui va être porteur, je pense, pour notre ville. Et donc, il ne faut pas s'en passer, bien au contraire. Alors venez, n'hésitez pas à donner vos idées, qui ne sont pas forcément celle de Francis, n'est pas forcément la même que celle de Christian, mais c'est très intéressant parce qu'avec ces vues de l'esprit, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Est-ce que certains voulaient apporter des précisions? Denis peut-être, je ne sais pas, non? Ça convient? Ok. Donc voilà un petit peu concernant l'atelier flash ce qu'on voulait dire. La troisième chose que je voulais porter à votre connaissance, c'est que on s'est aperçu que la tenue des conseils municipaux ici était quand même intéressante. Normalement, le 31 juillet devrait être la fin donc, de l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'à compter du 31 juillet, il faudrait qu'on réintègre la mairie en fait, pour les conseils municipaux. Alors, si vous en convenez, on peut très bien continuer à faire les conseils municipaux ici. La mise en place n'est pas très compliquée pour les services, hein, ça ne demande pas trop de temps. Et puis, ça semble nous convenir. Est-ce que vous avez des remarques à ce sujet particulières? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez intervenir, allez-y. Pas de souci. Oui, non, bah, ça ne nous pose aucun problème. Ça vous pose pas de problème? Pas de problème, non. D'accord. Ok. Alors ça veut dire qu'on passera en une délibération au prochain conseil du mois de juillet pour convenir que même si l'état d'urgence est terminé, bien sûr la tenue des salles de conseil, les conseils municipaux pourront se tenir ici ultérieurement. C'est plus intéressant notamment sur les échanges, on se voit mieux. Et puis pour les prises de vue, notamment avec TLSV, vous avez vu d'ailleurs TLSV aujourd'hui qui a innové, qui a maintenant des outils beaucoup plus performants. Il peut en simultané faire plusieurs plans. Hein, donc plutôt que de balayer avec la caméra, il y a des plans sur vous, il y a des plans sur les élus qui interviennent, il y a des plans sur la salle. Donc ce sont des outils qui vont parfaire encore davantage nos conseils municipaux. Alors attention à vos gestes, hein, quand vous êtes en conseil. Vous êtes filmé. Non, je blague. Bien. Voilà, donc on fera comme ça, on prendra une décision, enfin une délibération au conseil du mois de juillet. Autre information, je pense que Evelyne Thibault peut nous en donner concernant les Ukrainiens sur Luçon aujourd'hui, s'il y a des nouvelles, quelques nouvelles d'ailleurs. Merci, monsieur le maire. Ça marche? Vous m'entendez? Oui. Quelques informations. Donc il y a 3 familles d'hébergeurs à Luçon. Et en tout, il y a 14 Ukrainiens qui sont logés. Donc, il y a une famille qui en a pris plusieurs, en fait. Au niveau de l'intégration, donc, les enfants sont scolarisés. Il y en a à différents niveaux. Il y en a en collège, au Sourdis. Il y en a un qui fait des cours par correspondance, en fait. Il y en a à l'école Jean Moulin et à l'école du centre. Donc l'intégration se fait plutôt bien. De plus, il participe aux ateliers FLI, donc français langue intégration au niveau de la Bulder. Et il participe également aux ateliers cuisine. Enfin, ils essaient vraiment de s'intégrer. Et pour la Bulder, on est habitué à faire ce genre d'intégration. C'est une approche intéressante. Et vraiment, il y a des beaux échanges, en fait. Donc on peut se féliciter des personnes qui hébergent. Il y a une liste d'autres hébergeurs qui, pour le moment, n'ont pas d'Ukrainiens, mais c'est la préfecture qui gère ça. Et donc, pour le moment, il n'y a pas d'autres demandes pour Luçon. Mais soyez rassurés, il y a des choses qui sont faites à Luçon. Bien sûr, par respect de discrétion, on ne divulgue pas les noms et les adresses. Des questions? Merci. Donc merci pour les informations. Avant de passer au conseil municipal, tout d'abord, vous rendre compte des décisions prises. Alors vous avez reçu la liste des décisions qui ont été prises par le conseil municipal depuis le 5 avril. Donc il y a eu 33 décisions prises. Aviez-vous des remarques sur ces décisions? Non. Non. Vous les avez reçues donc, avec le conseil municipal.
Ouais, simple petite remarque que je voulais apporter, c'est que dans ces décisions, pardon, nous avons quand même les AMO intéressantes concernant les GIFET et puis le plan de circulation notamment, l'acquisition d'un véhicule électrique, le premier véhicule électrique pour les agents des services techniques, hein, notamment les services techniques informatiques et puis voirie urbanisme. Et puis également un autre véhicule pour les maçons qui a été acquis, qui semblait être très nécessaire. Voilà. Après, il y a bien sûr d'autres décisions qui ont été prises. Voilà. Concernant les DIA, avez-vous des remarques particulières sur les DIA? Non plus. Bon, écoutez, je vous en remercie. Eh bien, si vous le souhaitez, on va commencer donc le conseil par la première délibération, donc l'actualisation des tarifs sur la taxe de séjour. Donc Arnaud Charpentier. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, vu le Code général des collectivités locales et notamment ses articles et suivants, L donc 2333-26 et ainsi que les références donc 5211 et 2333. Donc vu le décret du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, vu la délibération municipale du 25 septembre 2018, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 9 mai 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, en après avoir délibéré, décide d'assujettir à la taxe de séjour au réel les catégories d'hébergement suivantes: les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les meublés de tourisme, les villages de vacances, les chambres d'hôtes, les emplacements dans les aires de camping-car, les parcs de stationnement touristique, les terrains de camping, les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air, ainsi que les ports de plaisance. Fixe la perception à la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre inclus, et fixe à compter du 1er janvier 2023 les tarifs conformément au tableau suivant, où vous retrouvez les différentes catégories d'hébergement, un tarif plancher en euros, un tarif plafond en euros et une tarification par personne et par nuitée. On adopte le taux de 1% applicable au coût par personne de la nuitée dans les hébergements en attente de classement ou sans classement et décide que sont exemptées conformément à l'article L 2333-31 les personnes suivantes: les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire, ainsi que les personnes qui occupent des locaux dont le loyer journalier est inférieur à un montant de 1 euro, quel que soit le nombre d'occupants. Le conseil municipal décide que ce tarif par personne et par nuitée sera majoré de 10% au profit du conseil départemental de la Vendée, décide que la taxe de séjour sera versée après chaque fin de trimestre auprès du régisseur de recettes de la commune et décide de verser les recettes de la taxe de séjour pour l'année 2023 et les années suivantes sur le budget principal. J'en ai fini, monsieur le maire. Voilà. Avez-vous des remarques concernant ces taxes de séjour? Bon, juste une information, c'est vrai que les tarifs en fait n'ont pas évolué quand même depuis 2013, hein, donc il faut le reconnaître. Hein, donc pas d'évolution de tarifs depuis 2013. Les recettes tournent aux alentours d'environ entre 30 et 35 000 euros donc, par an, hein, en recettes sur la taxe de séjour. Il n'y a que l'année 2020 qui a été bien évidemment beaucoup moindre, hein. On avait une recette d'environ 20 000 euros. Mais là, en 2021, on est reparti sur une recette d'environ 30 400 euros, donc sur ces évolutions effectivement, donc, enfin, des tarifs donc, de taxes de séjour pour les touristes qui viennent nous voir. Voilà, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité, je vous en remercie. La deuxième délibération, c'est le taux et les tarifs sur la taxe locale sur la publicité extérieure. Donc Arnaud Charpentier. Merci monsieur le maire. Donc vu l'article du 4 août 2008 sur la modernisation de l'économie, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles portant sur la taxe sur la publicité extérieure, la TLPE, considérant que la commune peut également décider d'exonérer les enseignes autres que celles scellées au sol si la somme de leur superficie est comprise entre 7 et 12 mètres carrés. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 9 mai 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les tarifs en euros par mètre carré, ainsi qu'il suit les exercices budgétaires
Suivant, vous avez la tarification 2023 de droit commun en euros et la proposition qui est faite dans la colonne de droite pour la ville de Luçon avec une exonération pour les enseignes inférieures ou égales à 7 mètres carrés pour les enseignes comprises entre 7 mètres carrés et 12 mètres carrés hors celles scellées au sol. La délibération précise qu'on exonère les enseignes inférieures ou égales à 7 mètres carrés, les enseignes autres que celles scellées au sol comprises entre 7 mètres carrés inférieures ou égales à 12 mètres carrés, les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicité à visée non commerciale ou concernant les spectacles, ainsi que les publicités sur le mobilier urbain. Cette délibération rappelle que la taxe locale sur la publicité extérieure sera recouvrée annuellement par la commune, qu'elle sera payable dans tous les cas sur déclaration préalable des assujettis. Et autorise Monsieur le maire à prendre les mesures afin de percevoir cette taxe et dit que les recettes sont inscrites au budget 2023 et suivant. J'en ai fini, Monsieur le maire. Voilà, donc avez-vous des remarques sur cette délibération? Non, pas vraiment. Donc l'évolution des tarifs, hein, bien sûr, elle se traduit par celle du droit commun, hein, qui sont disposés par l'INSEE. Hein, donc à partir de là, on suit cette démarche. Voilà. Bon, écoutez, on va le soumettre à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité. Merci. La troisième délibération, c'est subvention pour la restauration du patrimoine en SPR. Donc Arnaud Charpentier. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement une délibération qu'on passe régulièrement. Donc vu le code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 30 octobre 2006 accordant une aide pour la restauration des bâtiments du périmètre des SPR, des sites patrimoniaux remarquables, vu les certificats de conformité des travaux établis par Monsieur Yves Nicolas, architecte chargé de l'instruction de ces dossiers, vu la convention annuelle passée avec Monsieur Yves Nicolas, architecte, fixant le taux de subvention à 10% des travaux effectués dans une limite de 2 000 €, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 9 mai 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde les subventions suivantes, donc 2 subventions pour 2 personnes, soit un montant total de 2 106,41 € et dit que les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget principal et autorise Monsieur le maire ou Monsieur Denis Lesage, adjoint au maire, à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. J'en ai fini, Monsieur le maire. Bien, avez-vous des remarques concernant cette délibération? Oui. Oui, vous avez rajouté un nom sur la délibération. Nous n'avions qu'un nom lors de la commission des finances. D'accord. Ok, très bien. Oui, parce qu'au départ, il n'y en avait qu'un seul. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je comprends. Ah oui, je comprenais pas. Oui, on a rajouté le deuxième, hein, qu'on avait vu à la commission. Oui, c'est vrai, effectivement. Donc c'est bon. Ok. Merci pour la précision. Écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité, je vous en remercie. Donc la quatrième délibération, c'est l'école primaire Jean Moulin, une subvention exceptionnelle dans le cadre de voyages scolaires au parc de Terra Botanica. Merci, Monsieur le maire. Vu la demande de l'école Jean Moulin, considérant que dans le cadre de la continuité de son projet jardin, l'école Jean Moulin a souhaité cette année faire découvrir à ses élèves le parc de Terra Botanica à Angers, afin de permettre une sortie ludique et culturelle sur l'histoire et la culture botanique. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 9 mai 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide qu'une subvention exceptionnelle sera attribuée à l'école Jean Moulin dans le cadre de son projet jardin pour l'organisation d'un voyage scolaire. Fixe la participation financière aux frais du voyage pour un montant de 1 000 €. Voilà, tout simplement, c'est une subvention une demande qui est arrivée là dernièrement, donc ça nous semblait tout à fait logique de soutenir le projet de voyage pour l'école Jean Moulin. Pas de remarque particulière, je suppose. Ouais, juste une petite remarque, c'est vrai que il y a certaines associations qui soutiennent les écoles de Luçon et effectivement, à cause du Covid, n'ont pas pu justement fournir des subventions de rentrée ou des aides financières, donc forcément ils se retournent sur Monsieur la Larieux, communauté. c'est justement la façon de ma pensée. Je pensais qu'effectivement, comme on vous avait aidé il n'y a pas longtemps au niveau du cinéma, Triskel, hein, c'est ça,
Donc je pensais effectivement vous ne pouviez pas abonder malheureusement à l'aide demandée par Jean Moulin. C'est bien ce que j'avais cru comprendre. Oui, bah, c'est tout à fait logique, hein. Après, on fait toujours avec les recettes que font les associations sont très bien, mais parfois, malheureusement, avec la crise sanitaire, ils n'ont pas pu aller dans leur démarche totalement. Donc, c'est logique qu'on aide les écoles publiques de Luçon. Voilà, très bien. Bah, écoutez, on vous le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, votez à l'unanimité. Je vous en remercie. La 5e délibération, c'est la convention territoriale globale. Autorisation de signer la convention d'objectifs et de financement avec la CAF. Donc le relais petite enfance, c'est Olivia Bertrand qui la présente. Merci Monsieur le maire. Donc c'est une convention qu'on a passée plusieurs fois. Vu les différentes lois, code général, arrêtés, conventions d'objectifs et de gestion, vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral en date du 19 décembre 2019, portant approbation et autorisation de signature de la Convention territoriale globale avec la Caisse d'allocation familiale, considérant que la Convention territoriale globale est un contrat d'objectifs et de cofinancement qui contribue au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans évolus, considérant le renouvellement de la Convention pour une durée d'1 année. Donc après, il y a l'explication de ce qu'est le relais petite enfance, anciennement RAM, relais assistante maternelle. Voilà, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 9 mai 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la Convention d'objectifs et de financement. Autorise donc Monsieur le maire ou moi-même, adjointe au maire, à signer la Convention d'objectifs et de financement. Et en annexe 1, donc la convention. Voilà donc une délibération toute naturelle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, à partir de l'année prochaine, donc le RPE sera donc intercommunal. Hein, donc c'est pour ça qu'on a le soutien de la CAF pour 1 année. Voilà. Avez-vous des remarques particulières? Non? Très bien. Bah, écoutez, on va le soumettre à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. On vous en remercie. Donc la 6e délibération, donc, on passe maintenant à l'assainissement. Alors c'est la convention pour le dépotage de déchets verts ligneux par les entreprises, bien sûr, auprès de la station d'épuration, avec l'approbation et l'autorisation de signature. Je laisse la parole, je crois que c'est Francis Vrignot qui va délibérer. Merci, Monsieur le maire. Depuis le 1er février 2008, la ville dispose d'une unité de compostage permettant de fabriquer un compost normalisé à partir de matières organiques de la station d'épuration et de concassés de végétaux. Afin de disposer suffisamment de concassés de qualité, la ville permet aux entreprises paysagistes de déposer leurs déchets verts d'activité au sein d'une plateforme permettant à l'exploitant de les utiliser après broyage pour la composition du compost. Aussi, afin de déterminer les modalités techniques de dépôt de ces déchets verts, sur la plateforme de la ville située à proximité de l'unité de compostage, chemin de Saint-James, il est proposé de conventionner avec les professionnels des espaces verts et les agriculteurs selon les modalités fixées dans le projet ci-joint. L'ensemble des entreprises voulant dépoter leurs déchets verts à la station d'épuration devront signer la convention individuellement avant tout dépôt. Vu les articles L. 2224-12-1 et les suivants du Code général des collectivités territoriales, considérant le projet de convention ci-joint, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 4 mai 2022, vu l'avis favorable de la commission des finances du 9 mai 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention relative aux modalités de dépotage des déchets verts ligneux sur la plateforme de la ville de Luçon, autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions avec les entreprises voulant déposer des déchets verts et toutes pièces afférentes à ce dossier. C'est une convention qui existait déjà avec les entreprises paysagistes. On a rajouté les agriculteurs parce que les tracteurs et remorques agricoles ne sont plus autorisés en déchetterie. Voilà, donc une délibération assez claire hein, concernant effectivement ces dépotages donc, de déchets verts ligneux. On ne peut pas y mettre
forcément aussi n'importe quoi. Il y a des volumes aussi qui sont acceptés. Ce sera encadré. Voilà, c'est très, très cadré, donc c'est très bien. Avez-vous des remarques? Non? Merci. Écoutez, on va vous proposer de mettre ce projet de convention donc avec les professionnels à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous en remercie. 7e délibération, toujours l'assainissement. Convention de dépotage des matières de vidange avec les entreprises, bien sûr, à la station, toujours. Approbation et autorisation de signature. Francis Vrignot. Merci, monsieur le maire. Depuis le 1er février 2008, la ville dispose d'une aire de dépotage des matières de vidange autorisée par arrêté préfectoral et ouverte aux professionnels afin de dépoter des matières de vidange de fosses individuelles, eaux usées. Depuis l'ouverture de cette aire, les tarifs de la redevance pour le dépotage est fixé à 22 € net par mètre cube, puis 20 €, qui est devenu 20 € hors taxe par mètre cube lorsque le service a été assujetti à la TVA. Il paraît nécessaire de revoir le tarif de ce service permettant de prendre en compte l'assujettissement de la TVA du service public, l'ajustement avec le prix du délégataire, les amortissements de cet investissement et tous frais connexes à ce service. Il est proposé d'appliquer un tarif de 23,20 € hors taxe par mètre cube, d'appliquer une formule de révision afin de prendre en compte l'évolution des prix du contrat avec le délégataire. C'est une mesure qui n'aura pas d'incidence pour les Luçonnais parce que plus de 95% des Luçonnais sont raccordés au service tout à l'égout. Il est proposé le projet d'une convention de dépotage 6 juin. L'ensemble des entreprises voulant dépoter à la station d'épuration devront signer la convention individuelle avant tout dépôt. Vu les articles L2224-12-1 et les suivants du Code général des collectivités, considérant le projet de convention 6 juin, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 4 mai 2022, vu l'avis favorable de la commission des finances du 9 mai 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention relative aux opérations de dépotage des matières de vidange à la station d'épuration de Luçon, autorise monsieur le maire ou son représentant à signer les avenants ad hoc et les conventions avec les entreprises voulant déposer les matières de vidange et toutes pièces afférentes à ces dossiers. Merci Francis pour cette présentation de délibération. Vous avez l'annexe, bien sûr, qui explique très bien donc, toutes les conditions. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est les conditions financières. Là, si vous avez l'occasion d'aller à l'article 4.2, pour calculer la redevance, ça a l'air très intéressant. Les formules magiques, faut s'accrocher, quoi. Hein. Mais bon, après, je pense que si c'est ainsi, c'est que c'est bien calculé et bien pensé. En tout cas, voilà, à compter du 1er juillet 2022, donc on sera à 23,20 € en hors taxe, pardon, le mètre cube. Avez-vous des remarques concernant cette délibération? Non plus. Voilà, bah écoutez, on va la soumettre également à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité, on vous en remercie. 8e délibération, donc l'assainissement collectif, avenant numéro 2 du contrat de délégation du service public, règlement de service, approbation et autorisation de signature. Francis Vrignot. Merci monsieur le maire. Je voudrais tout d'abord remercier les services techniques pour le travail qu'ils ont réalisé qui a abouti à la révision du contrat. Le contrat de délégation de service public de l'assainissement du 9 janvier 2014 avec la SOR est le mode de gestion choisi par la ville pour gérer son service public. Depuis la contractualisation, plusieurs modifications majeures sont à prendre en compte pour continuer une gestion saine et durable du système d'assainissement de la ville. Les premières choses à prendre en compte, c'est la réglementation qui prévoit la mise en œuvre d'un diagnostic permanent du système d'assainissement permettant d'améliorer d'année en année la collecte et le traitement des eaux usées. Dans ce cadre, il est prévu également d'augmenter les prestations d'inspection télévisée des canalisations et le nombre de contrôles de branchement. La réglementation prévoit aussi que les établissements rejetant les eaux assimilables aux eaux usées domestiques disposent de modalités spécifiques suite à leur demande de rejet des eaux usées. Le géoréférencement des canalisations et des boîtes de branchement doit être établi conformément à la réglementation en vigueur.
La réalisation des contrôles lors de la cession immobilière est établie à la demande du propriétaire, ce dernier devant informer de bonne foi l'État de son raccordement effectif de son immeuble. Par ailleurs, un nouveau poste de relèvement a été mis en place. Il convient dès lors d'adapter le contrat initial en conséquence et de prendre en compte l'impact financier de cette modification de conditions d'exploitation sur la rémunération du délégataire, conformément à l'article 40.7 du contrat. L'ensemble de ces modifications conduit également à modifier le règlement de service assainissement de la ville que vous avez en annexe. Lors de la modification du règlement, il y a eu une renégociation du contrat à la baisse, ce qui a abouti à une baisse des tarifs et qui fait un gain de 10 000 € pour les Luçonnais. Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités, vu le décret 2016-86 relatif au contrat de concession et en particulier ses articles 36 et 37, vu le contrat de délégation du service public d'assainissement conclu avec la SOR, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 4 mai 2022, vu l'avis favorable de la commission des finances du 9 mai 2022 et ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'avenant numéro 2 du contrat de délégation du service public de l'assainissement avec la SOR, approuve les modifications du règlement du service d'assainissement de la ville de Luçon, autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant et toute pièce afférente à ce dossier. Merci Francis. Moi également, je veux souligner et féliciter les services techniques en la présence de, bien évidemment, il est présent donc de son chef des services techniques qui a pris à bras le corps ce dossier, qui nous permet aujourd'hui, comme tu l'as dit bien fort justement, dans votre démarche avec bien sûr Denis Lesage et Francis Vrignot et bien sûr David Tessier, de revoir un petit peu ce contrat, hein, parce que il y avait des choses qu'il fallait effectivement remettre en ordre et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des tarifs qui sont tout à fait honorables et adaptés par rapport aux services rendus par la SOR. Voilà. Merci, je vous remercie pour le travail réalisé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être Denis? Non, c'est bon. Ok. Avez-vous des remarques particulières? Non? Très bien. Écoutez, on va soumettre cette délibération à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, votez à l'unanimité. Je vous en remercie. La 9e délibération concerne toujours l'assainissement. Là, ce sont les tarifs donc 2022, 2023 et 2024 dans l'exercice de la compétence assainissement collectif que la ville exerce encore, on l'espère, jusqu'en 2026. Donc, c'est Francis Vrignot qui nous la présente, la délibération. Merci, Monsieur le maire. La ville exerce la compétence assainissement collectif au sein de son territoire. La station d'épuration est âgée de plus de 40 ans. Elle est à son maximum de sa capacité pour fonctionner dans de bonnes conditions. Le développement urbain et l'accueil de nouvelles constructions nécessitent l'agrandissement de la station pour le respect et la maîtrise environnementale. Il y a eu une négociation, comme on vient de le dire, à la baisse du contrat de DSP. Il va y avoir un étalement des besoins de financement par anticipation de la construction de la nouvelle station qui est prévue autour de 2024, en fonction de l'avancement des études. Nous avons intégré un volet social dans la nouvelle tarification par tranche de consommation. Les petits consommateurs auront moins d'augmentation que les gros. Il n'y aura pas d'abonnement, ce qui aurait pénalisé les petits consommateurs, mais une mise en place d'un tarif inférieur pour les petits consommateurs. Au vu de ces constatations, vu les articles L. 2224-12-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, vu les articles L. 2224-19 AR 2224-19-11 du Code général des collectivités territoriales, vu les tarifs présentés 6 juin, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 9 mai 2022, considérant l'évolution réglementaire en matière de suivi des rejets de substances dangereuses dans l'eau, considérant la modification de l'arrêté préfectoral numéro 19
DDTM 85-677 portant complément et modification à l'arrêté numéro 12 DDTM SREN-83 du 16 décembre 2019, considérant les futurs investissements, stations d'épuration et réseaux à prévoir. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte les tarifs 2022, 2023 et 2024 ci-joints présentés en annexe du service d'assainissement collectif à compter du 1er janvier 2022. Autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer toute pièce afférente à ce dossier. En fait, c'est un petit peu la suite de ce qu'on disait tout à l'heure. Là, le travail qui a été fait, bien évidemment, déjà auprès du prestataire pour revoir un petit peu son contrat, a permis également de mesurer donc, la redevance à mettre en place pour les années à venir, notamment dans le cadre de la construction de la nouvelle station. On l'avait envisagé, vous savez, de construire une nouvelle station d'épuration. Là, maintenant, tous les indices nous font savoir qu'elle est non seulement nécessaire, mais même indispensable. Donc, ce sera une station d'épuration qui pourra fonctionner pour une population allant jusqu'à 18 000 habitants. Aujourd'hui, celle qu'on avait nous prévoyait 14 000 habitants, mais on voit bien qu'on n'est pas 14 000, bien sûr, on est à peine 10 000, mais quand même, aujourd'hui, c'est la suffisance, elle est à peine notoire. Elle est vraiment à son maximum. Voilà, donc moi je remercie à nouveau les services de la ville avec les élus et les services techniques pour le travail qui a été fait pour faire en sorte de lisser sur les 3 années qui viennent, 2022, 2023 et 2024, la redevance assainissement auprès donc, des particuliers notamment, et comme tu l'as dit, avec cette fibre sociale pour ne pas pénaliser ceux qui consomment bien sûr le moins, ce qui est tout à fait notable et notoire. Et surtout inciter également à économiser. Voilà, donc vous avez les tableaux en annexe, hein, on vous les a pas mis. Je sais pas, vous les avez donc oui, qui sont visualisés, c'est parfait, avec effectivement les tarifications, avec les légères augmentations bien sûr en fonction des mètres cubes qui sont utilisés chaque année. Alors bien sûr, je vais laisser la parole à Denis pour compléter un petit peu le propos. Juste sur ces tableaux, effectivement, merci Monsieur le maire. Pour l'application des tarifs, il y a 3 tranches tarifaires qui ont été créées pour avoir une meilleure progressivité et effectivement intégrer la tarification sociale. Et la seconde tranche rentrera en application à partir de 41 mètres cubes. Donc pour la seconde tranche, ce sera 41 à 200 mètres cubes. Et pour la troisième tranche, ce sera à partir du 201e mètre cube. Voilà, c'est une petite précision que les services n'ont pas eu le temps d'apporter sur les documents qui sont portés à votre connaissance. Mais dans l'application des tarifs, ça sera appliqué de cette manière-là. Donc il est bon que vous en ayez connaissance. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci. Oui, dans le tableau, ça paraît bien. Hein. Donc, vous consommez moins de 40 mètres cubes en 1er juillet 2022, donc c'est 1,08 €. Par contre, vous consommez plus de 200 mètres cubes, 201 mètres cubes, vous êtes à 1,20 €. Donc voilà, la différence, elle est là. C'est normal, c'est fait exprès, comme le dit Francis, pour inciter les gens à aller effectivement à l'économie. Donc 3 tranches avec, bien sûr, chaque année, une légère progression. Merci pour ces précisions. Avez-vous des remarques? Non? Particulières? Non? C'est très clair, c'est bien présenté, c'est un très bon travail, une fois de plus, qui va nous permettre de pouvoir maintenant considérer effectivement les futurs investissements pour cette station d'épuration. Écoutez, on va soumettre cette délibération à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc votez à l'unanimité, je vous en remercie. Dénomination de la rue de la Paix, c'est la 10e délibération. Je laisse Denis Lesage nous la présenter. Merci Monsieur le maire. Donc il s'agit de la dénomination d'une nouvelle rue sur Luçon, rue de la Paix. Nous n'en avions pas. Et vous avez eu le plan qui a été annexé pour situer cette rue de la Paix. Donc il s'agit de l'extrémité de la rue Victor Hugo, de l'autre côté, c'est-à-dire au sud du boulevard de l'Océan. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la rue Victor Hugo est séparée en 2 parties par la route départementale du boulevard de l'Océan, considérant que depuis l'aménagement du rond-point de l'Océan, la démolition prochaine des habitations de Vendée Habitat, avec la construction de nouveaux logements, il apparaissait nécessaire, pour une meilleure cohérence d'adressage pour les livraisons, le raccordement au réseau, etc., de renommer ce tronçon concerné.
matérialisé alors, en bleu, mais le bleu ne doit pas bien paraître sur le plan, mais en tout cas, c'est la partie au sud, et il apparaît en jaune sur le plan qui est affiché à l'écran. Hein, c'est la partie sud, donc côté chemin du Bois-Moka, rue du 8 mai 45 et chemin de Saint-James. Il vous est donc proposé donc, de renommer cette portion de voie au nom de rue de la Paix, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 4 mai 2022, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc, est invité à nommer cette partie de voie, donc rue de la Paix, et à autoriser monsieur le maire ou moi-même, adjoint au maire, à signer toute pièce afférente à ce dossier. Voilà, donc c'est la rue de la Paix, ce ne sera pas la rue qui vaudra le plus cher dans Luçon, hein, au Monopoly. Hein, en plus, c'est vraiment un petit segment de rue. Mais ça nous semblait intéressant de rompre cette rue, parce qu'il y avait un petit morceau de la rue Victor Hugo qui apparaissait juste avant le chemin de Saint-James. Donc, effectivement, c'était un petit peu incohérent. Mais c'est l'histoire qui parle ainsi. Hein. Et en parlant d'histoire, effectivement, au regard du contexte international, c'est là que le nom de la Paix, la rue de la Paix, est venu à l'esprit, donc d'où au regard de la situation actuelle. À côté de la rue du 8 mai 45 pour faire le lien avec l'histoire, effectivement. Exactement. Bien, voilà. Écoutez, merci. Oui, comme l'a précisé à l'instant Denis également, c'est vrai que les travaux de démolition, vous avez vu, ça y est, le secteur a été isolé là, concernant la résidence du Puy-Mérand que vous avez connue dans les années 70. Hein. Autrefois, d'ailleurs, dans cette rue de la Paix, enfin ce boulevard, c'était l'ancienne voie de chemin de fer. Hein. Après, on avait construit donc sur ce boulevard la résidence. La résidence va être démolie. Là, ils sont en train d'enlever, je crois, tout ce qui est branchement gaz, électricité, tout ça. Et puis ensuite, la démolition va commencer d'ici quelques jours, hein, notamment par l'entreprise Charrier de Champagné-les-Marais. La 11e délibération, pardon, il faut voter, excusez-moi. Donc on soumet à votre vote cette dénomination de rue de la Paix à Luçon. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité, merci. Ensuite, la 11e délibération, c'est la dénomination de la rue du docteur Vuillaume. Je laisse Denis Lesage nous en parler. Merci, monsieur le maire. Donc, vu l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, attendu que la rue de l'Union chrétienne est séparée en deux parties, elle aussi, par la rue notamment du Port, considérant que le docteur Vuillaume a contribué à valoriser et conserver le patrimoine de la ville de Luçon par son action en créant notamment l'association Luçon Patrimoine et de nombreuses autres actions, il est proposé au conseil municipal de renommer donc cette portion de voie donc toujours en jaune sur l'écran qui s'affiche devant vous, qui est la dernière partie également, la plus au sud-est de la rue de l'Union chrétienne. Donc cette portion de rue de l'Union chrétienne actuellement, avant ce vote, elle est située entre la rue du Port et la rue du Murier. Et c'est vrai que la rue du Port sépare quand même un peu deux quartiers différents. Donc il a été pensé que la modification du nom de cette portion de rue de l'Union chrétienne ne dénaturait pas le sens et l'organisation des quartiers, de ces quartiers historiques de la ville. Voilà. Donc il est proposé donc, de renommer cette portion de voie entre la rue du Port et la rue du Murier, donc au nom de la rue du docteur Vuillaume, créateur de l'association Luçon Patrimoine. Vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 4 mai 2022, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc est invité à nommer la partie de la voie comme définie sur le plan, rue du docteur Vuillaume, et autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer toute pièce afférente à ce dossier. Voilà, très bien. Bon, comme l'a précisé Denis, donc bien sûr cette rue de l'Union chrétienne, elle est longue, hein, elle est très longue, elle fait à peu près 800 mètres. Elle est en 3 segments, hein, donc coupée par deux axes. Et ça nous semblait naturel pour rendre hommage au docteur Vuillaume, Raymond Vuillaume, donc, qui a beaucoup œuvré pour le patrimoine luçonnais, que l'on puisse
scinder donc une partie de cette rue une fois de plus. Enfin, en fait, c'est la dernière portion, donc ça ne coupe pas on va pas dire, ça ne coupe pas la rue de l'Union chrétienne en deux. Il n'y a pas la rue de l'Union chrétienne de Dr Villot, mais rue de l'Union chrétienne. On sera vraiment sur la fin de la portion, donc il n'y a pas de souci. Et en plus, c'est la rue qui jouxte la maison, donc ça tombe vraiment très bien quelque part. Donc et ça nous permettra quand on passera dans cette rue, de penser bien évidemment au docteur et à tout ce qu'il a donné pour sa ville en ce qui concerne donc la richesse culturelle et puis la mémoire donc luçonnaise. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Avez-vous des remarques particulières? Non? Écoutez, tout naturellement, on va soumettre cette délibération à votre vote. La famille en sera très heureuse. La famille sera là au mois de juillet, notamment, et si tout va bien, donc je crois entre le 17 et le 20 juillet, on fera une petite cérémonie, on va dire, de dévoilement de plaques avec la famille, et puis l'épouse du docteur, Marie-Thérèse, qui sera un plaisir de dévoiler cette plaque. Voilà, écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc votez à l'unanimité, je vous en remercie. La 12e délibération concerne la création donc, du comité social territorial et en fixe sa composition. Donc je laisse la parole à Christian Grimaud. Merci Monsieur le maire. Donc comme vous pouvez le constater, donc, il s'agit par cette délibération de créer ce comité social territorial qui vient en fait, qui est la fusion entre deux instances, le comité technique qui existait déjà et qui permettait de délibérer, donner un avis sur l'organisation au niveau de la collectivité. Et la fusion également donc, du CT et du CHSCT, le comité d'hygiène et sécurité des conditions de travail. Donc ça, c'est la loi de la transformation de la fonction publique qui nous l'impose. Donc ces deux instances donc, sont en forme qu'une, le comité social territorial. Et cette nouvelle instance sera créée suite au prochain renouvellement des instances de la fonction publique qui aura lieu, donc les élections professionnelles qui auront lieu le 8 décembre prochain. Donc il y a un décret du 10 mai 2021 qui permet de déterminer les règles de création et de composition de ces instances, les modalités d'élection des représentants du personnel, les attributions et le fonctionnement de ce nouveau comité social territorial. Donc le seuil qui a été fixé, c'est des collectivités de 200 agents. Donc nous, on est une collectivité de moins de 200 agents. On a possibilité de mettre en place une formation spécialisée en santé-sécurité, qui remplace un petit peu le CHSCT. Mais bon, il n'a pas été jugé utile par les organisations syndicales de mettre en place cette formation. Et on a également la possibilité de créer une instance commune, ville, et également avec le CCAS. C'est la délibération que l'on passera ensuite, donc, qui permet donc de créer cette instance qui va permettre de jumeler ces deux instances, ville et CCAS. La collectivité a également obligation d'informer les organisations syndicales représentées sur tout le département sur les effectifs ville et CCAS qui sont pris en compte par le centre de gestion au 1er janvier 2022. Donc c'est de recueillir les avis de ces organisations syndicales sur les éléments qui ont été, que je vous ai précités, qui constituent le cadre réglementaire de ce nouveau comité. Et ces avis doivent être recueillis au plus tard 6 mois avant, donc au 8 juin 2022. Donc le 27 avril, nous avons réuni les organisations syndicales au niveau du département qui ont donné leur avis. Certaines ont été absentes, donc ont donné leur avis par écrit. Donc l'effectif qui a été recensé par le centre de gestion est de 141 agents au 1er janvier 2022, 60 hommes et 81 femmes. Et ces éléments donc, seront affinés au fur et à mesure par le centre de gestion au plus tard le 8 octobre 2022. Savoir aussi que la répartition hommes-femmes est à prendre en compte dans l'établissement par les organisations syndicales sur leur liste de candidats. Donc, considérant que l'effectif précité au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre des représentants titulaires du personnel au centre du comité social territorial de 141 agents, le conseil municipal, après en avoir délibéré, crée son comité social territorial
Alors, elle fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 membres et en nombre égal, donc 4 représentants suppléants. Et le nombre de représentants de la collectivité à 4 membres titulaires et également 4 membres suppléants, instaurant ainsi le paritarisme numérique. Décide le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité. Décide de ne pas instituer la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dont la constitution est obligatoire dans les collectivités dépassant le seuil des 200 agents. Et décide d'instituer le vote à l'urne pour ce scrutin et le vote par correspondance pour les agents répondant aux conditions mentionnées par le décret 2021-571 précité et autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Très bien. Je pense que vous avez compris la finalité de l'affaire. C'est simplement, jusqu'à présent, on avait un CT et un CHSCT. Donc, eh bien, aujourd'hui, on nous fait savoir, c'est même une très bonne chose d'ailleurs, que le CT et le CHSCT soient un et indivisible quelque part. Et c'est vrai qu'on s'apercevait très, très régulièrement avec notamment les services, les organisations syndicales, les OS et les organisations syndicales, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient transversales. Même parfois dans les CT, on se disait, tiens, ça, est-ce que c'est du comité technique ou bien est-ce que c'est vraiment de l'hygiène, sécurité du travail? Parfois, le parallèle était très, très, très rapidement fait. Donc, c'est une bonne chose, je pense. Voilà. Donc, avez-vous des remarques concernant cette instance? Non? Non? Très bien. Mais écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité, je vous en remercie. Très bien, donc 13e délibération, donc c'est la délibération concordante pour la création du comité social territorial entre la ville et le CCAS. En fait, c'est la délibération qui nous fait comprendre que la ville et le CCAS auront un CST commun en fait. Voilà. Je laisse Christian Grimaud vous présenter la délibération. Merci, monsieur le maire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, on a la possibilité de créer une délibération concordante pour la création d'un comité social territorial commun entre la ville et puis CCAS. Donc, les conditions sont les mêmes, bien sûr. Ça sera voté aux prochaines. Les membres seront élus aux prochaines élections professionnelles. Donc, le renouvellement des instances le 8 décembre 2022. Pour créer donc au sein de ce CST. Donc ce CST commun est possible à condition qu'on ait un effectif global dans l'instance au niveau au moins égal à 50 agents. Donc là, on remplit les critères au niveau de cet effectif. Donc les conditions ci-dessus exposées donc, étant vérifiées, le maire propose à l'Assemblée la création d'un CST commun entre la commune et le Centre communal d'action sociale de Luçon. Considérant que les effectifs d'agents relevant du CST au 1er janvier 2022 communiqués par le centre de gestion sont les suivants. Commune de Luçon, 123 agents et le CCAS, donc 18 agents. Considérant que ces effectifs permettent la création d'un CST commun, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 9 mai 2022, le Conseil municipal approuve, après en avoir délibéré, décide la création d'un comité social territorial commun compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS. Voilà, donc c'est donc la continuité de ce qu'on disait précédemment sur l'autre délibération. Pas de remarque particulière, donc on va le soumettre à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité, je vous en remercie. La dernière délibération, donc je vais la présenter, c'est la convention de coopération entre la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et la ville de Luçon sur la programmation littérature jeunesse sur la semaine du livre et la résidence d'auteur. En fait, vous savez que la communauté de communes donc, a la compétence optionnelle donc, de la culture jeunesse, notamment, et poursuit l'action menée en direction du programme littérature jeunesse. Ce programme a vocation de développer la lecture et la promotion du livre à travers ses différents acteurs et de faire connaître
la création de sa diversité et l'ouverture culturelle à tout public. Plusieurs autres acteurs institutionnels accompagnent cette démarche. Bien sûr, il y a donc l'État, l'ADRAC, le Centre national du livre, la région des Pays de la Loire, le département de la Vendée et d'autres représentants du monde professionnel comme la SOFIA, par exemple. La ville de Luçon, c'est elle qui avait initié en 1990, souvenez-vous, je ne sais pas si vous en souvenez vraiment, en 1990, donc la semaine du livre jeunesse. Et puis, parallèlement à ça, il y a eu la semaine, mais il y a eu également la lecture du livre jeunesse qui s'est rajoutée. Cette conception donc, a été confiée ensuite à la communauté de communes du Pays Né de la Mer, et puis tout naturellement, avec le truchement des fusions des communautés de communes, à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. C'est pourquoi aujourd'hui il y a une convention donc, de coopération entre la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et la ville de Luçon qui a été conclue dans l'édition du programme 2020-2023 pour la littérature jeunesse. Celle-ci fixe principalement les modalités de mise en œuvre du programme littérature jeunesse et de répartir les attributions pour chacune des parties prenantes, tant dans la conception et l'élaboration du programme que pour la réalisation des événements. Elle définit également les éléments permettant le calcul de la contribution financière de la ville. Alors donc, concernant justement ces contributions financières, la ville de Luçon s'engage à contribuer financièrement à chacun des événements annuels de la manière suivante. Concernant la semaine du livre jeunesse, 50% du reste à charge de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral dans la limite de 20 000 € par édition. Et puis concernant la résidence d'auteur, 50% du reste à charge à la communauté de communes dans la limite de 10 000 €. Donc sur une année, c'est le salon du livre, l'année suivante, c'est la résidence d'auteur. Donc voilà la participation de la ville qui est donc faite au sein de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Alors, donc c'est le contenu de la délibération qui vous est présenté. Je ne vais pas vous lire tous les considérants. Sachez qu'effectivement, je vais reprendre simplement la finalité donc, de la délibération. Attendu que pour l'édition 2020-2023, la base de calcul de la contribution financière de la ville était calculée sur le reste à charge de la communauté de communes après les divers subventionnements à hauteur de 50% dans les limites de 25 000 € s'agissant de la semaine du livre jeunesse et dans celle de 10 000 € pour la résidence d'auteur, donc pour Luçon. Attendu que la ville de Luçon a demandé à la communauté de communes de pouvoir réajuster sa participation financière sur la semaine du livre jeunesse et fixer son plafond. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Sachant qu'autrefois, on était quand même à une participation de 50-50. Donc on a considéré donc, au niveau de la ville que la communauté de communes, maintenant, c'était une communauté de communes à 44 communes. Et ça nous semblait logique que la ville de Luçon y ait sa part en représentativité donc, du pourcentage des autres communes. On peut considérer à peu près aux alentours de 20%, donc ce qui représente à peu près l'évaluation de la communauté de communes. Donc c'est pour ça qu'on vous propose donc, ces financements. Donc 20 000 € pour la semaine du livre et puis 10 000 € pour la résidence d'auteur. Voilà un petit peu le contenu de cette convention de coopération. Avez-vous des remarques particulières sur cette démarche? Non? Oui, Fabienne? On pourrait juste ajouter que ceux qui ont été à l'inauguration, on a trouvé que c'était fantastique. Tu peux peut-être en dire un petit mot, Stéphanie, parce que tu étais présente, que cette année c'était une reprise et que l'équipe était vraiment motivée et heureuse de reprendre le salon du livre jeunesse. Alors c'est vrai que la thématique l'arbre sous l'écorce, on avait l'impression que ça pouvait être un petit peu du réchauffé puisque c'est une thématique qui tournait déjà depuis 2 années passées. Cette année, effectivement, le salon a eu lieu et ça a été vraiment une très belle semaine qui dynamise les équipes des bibliothèques et des médiathèques, ainsi que le monde de l'enseignement, puisque tout au long du premier semestre de l'année scolaire, les élèves peuvent travailler sur différents projets de production. Et puis, on a remarqué effectivement le plaisir sur place des uns et des autres, les élus, les partenaires, les familles, les enfants, les enseignants aussi, qui effectivement partagent avec leurs élèves ces grands moments. Et cette année, une nouveauté, puisqu'il y avait des bébés lecteurs le mercredi matin, avec quelques 150 bébés lecteurs qui ont été amenés avec leurs parents, leurs grands-parents ou encore leur assistante maternelle.
une journée professionnelle le vendredi et puis ce samedi et ce dimanche, la réunion des familles autour des différents imaginaires proposés. On a tous quand même constaté que le monde du livre était extraordinaire, vraiment propice à libérer les esprits et créer des jeunes lecteurs et des futurs lecteurs enthousiastes et prêts à découvrir le monde. Oui, bon, j'ai bien, enfin, beaucoup d'entre nous sont allés donc sur ce salon du livre jeunesse et ont pu apprécier effectivement la qualité déjà des lieux, de la présentation du site, la qualité bien sûr des auteurs et puis la réception des jeunes, hein, des enfants qui sont venus, qui vraiment étaient très appréciés par tous. Et puis la multitude des animations qui ont été faites était aussi à la hauteur de l'événement. Moi, je remercie principalement les deux associations, l'USONES, qui ont participé aussi donc, autour de cette démarche. Il y a eu donc la bulle d'air sur Luçon et puis aussi l'atelier de Rawaki, bien évidemment, à côté des auteurs. Et remercier à travers toute cette semaine du livre, bien sûr les services de la communauté de communes qui ont mis en œuvre cette semaine du livre, mais aussi les services techniques de la ville qui, comme toujours, étaient à pied d'œuvre pour assister, accompagner et puis surtout faire en sorte que tout se passe bien sur ce salon du livre qui a été d'une très haute tenue. Donc voilà, maintenant on attendra la prochaine édition dans 2 ans. Et je crois que d'ici là, les choses vont encore se mettre en place. Il y a déjà beaucoup d'idées qui fourmillent depuis dimanche soir. Donc on attendra avec plaisir la nouvelle mouture de ce prochain salon du livre. Avez-vous des remarques particulières ? Non. Très bien. Écoutez, cette délibération, je la soumets à votre vote concernant cette convention de coopération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Écoutez, il est juste à peine 20 heures. Donc le conseil municipal est terminé. Je vous en remercie. Et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain conseil municipal. Ah pardon, qui doit être... Alors attendez, il faut que je regarde. Le prochain conseil municipal est fixé donc au 5 juillet 2022 et il aura lieu ici dans cette même salle. Merci à vous et en attendant, bonne fin de saison et puis bonnes vacances à ceux qui pourraient partir très rapidement dès le début juillet. À bientôt et merci.